Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir de nouveau donc sur ce webinaire exceptionnel sur le métier de conducteur de travaux. C'est la dernière session que l'on va passer ensemble. Il y a 2 jours, on a vu pourquoi devenir conducteur de travaux. Hier, on a évidemment vu comment devenir conducteur de travaux, comment obtenir le diplôme. Eh bien, aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, il ne nous reste plus qu'à voir comment vous inscrire et comment financer votre formation. Donc, je suis ravi de vous accueillir pour cette dernière session. Déjà, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes sur la meilleure voie possible pour votre projet de reconversion. Vous agissez, vous avancez et en plus rapidement. Donc déjà, bravo pour ça, vous n'avez jamais été aussi loin dans ce projet-là. Comme d'habitude, vous connaissez, à chaque début de webinaire, on va attendre encore 2-3 minutes que les derniers aient le temps de se connecter, histoire qu'ils ne ratent pas d'informations importantes. Et entre-temps, moi, j'aurai une question pour le coup à vous poser qui va être assez déterminante pour la suite de ce webinaire, à savoir quel est votre statut professionnel. Pourquoi est-ce que je vous demande ça? Tout simplement parce que la solution de financement, la meilleure solution de financement pour une formation dépend de votre statut. Du coup, dites-le moi dans le chat, je suis curieux de savoir, est-ce que vous êtes aujourd'hui demandeur d'emploi? Est-ce que vous êtes salarié ou est-ce que vous êtes indépendant? En fonction de ça, ça va vraiment changer les solutions de financement auxquelles vous pouvez du coup être éligible. Du coup, écoutez, enchanté Jérôme, bienvenue Frédéric, Nassim, Julie, je suis ravi de vous accueillir de nouveau. Donc, on a Jean-Gabriel, vous êtes fonctionnaire d'État, ok, intéressant. Donc, pour vous, typiquement, si vous souhaitez mobiliser votre CPF, il y a une particularité, si vous êtes fonctionnaire, c'est que vous aurez besoin de l'accord de votre entreprise, ce qui n'est pas le cas des salariés privés. Hop, Frédéric, donc demandeur d'emploi, ok, donc pas mal de solutions de financement, que ce soit auprès de votre région ou de France Travail. Hop, pour Jérôme, processus de reconversion en cours à France Travail, top. Si vous dites en cours, je suppose, c'est que vous avez déjà dû les prévenir. Donc ça, c'est impeccable, c'est-à-dire que vous êtes déjà bien avancé normalement sur le dossier. Hop. Bienvenue de nouveau Nassim, ravi de vous accueillir. Du coup, actuellement, demandeur d'emploi, c'est impeccable, pas mal de solutions aussi. Intéressant, pour François, du coup, indépendant, mais tout de même un compte CPF. Forcément, si vous avez été salarié, même si vous ne l'êtes plus aujourd'hui, vous pouvez mobiliser votre CPF. Et en tant qu'indépendant, il y a une solution assez intéressante de financement qui est très peu connue, qu'on appelle le FAF, le Fonds d'assurance formation. On verra tout ça après, vous inquiétez pas. Et pour Julie, CDD et avec forcément du coup une partie encore chez France Travail. Ok, intéressant, ça vous ouvre pas mal de possibilités aussi, Julie. Et concernant Jean-Gabriel, statut intéressant si vous êtes rattaché à 2 employeurs parce que vous êtes en détachement. Pas mal. Mais il y a aussi plusieurs aides du coup de financement pour vous, Jean-Gabriel, rassurez-vous. Peut-être un dernier statut. Hop, écoutez, première question, on peut y répondre. Ensuite, on attaque le webinaire. Je vois qu'il est déjà 33, c'est impeccable. Hop, pour les demandeurs d'emploi, il n'y a pas de formation chez France Travail pour conducteur de travaux chez UPSO à Lyon. Il n'y a que Paris, il n'y a que la Solive qui la propose à Lyon. Alors attention, hein, John, nous, c'est une école en ligne, école à distance. En fait, vous pouvez réaliser cette formation n'importe où sur le territoire français, où que vous soyez aujourd'hui situé. Ça, c'est l'avantage. Et rassurez-vous, on a énormément de nos candidats qui financent leur formation grâce à France Travail, donc ça ne posera pas de problème. Et pour Cédric, plutôt en CDI, à ce moment-là, Cédric, ce sera transition pro pour vous. Eh bien, écoutez, impeccable. 34, ça fait déjà 4 minutes que le webinaire a commencé. Je pense qu'on peut attaquer. Allez, on est parti. Si certains se sont connectés entre-temps, je vous souhaite à tous de nouveau la bienvenue du coup pour notre dernière session de travail ensemble du webinaire de conducteurs de travaux. Et si vous êtes là aujourd'hui, normalement, c'est que hier, vous avez dû répondre positivement aux 3 questions que je vous avais posées à la fin de notre webinaire. À savoir, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai 0 doute sur le fait qu'il me faut un diplôme pour être conducteur de travaux? Ensuite, est-ce que l'accompagnement de PSO est bien celui que j'exige? Parce qu'encore une fois, le plus important, c'est vous. Et la dernière question que je vous avais posée, que je vous avais demandé de réfléchir hier à 14 h, c'était est-ce que ma motivation et ce cadre va réellement me permettre de réussir et va bien m'offrir toutes les chances de continuer ma carrière sur un poste de conducteur de travaux? Si à ces 3 questions, la réponse était oui, eh bien, écoutez, impeccable. Il est grand temps donc de passer à la dernière question qui nous intéresse. On a déjà vu pourquoi devenir conducteur de travaux. Hier, on a répondu à comment. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir la question concrète de l'inscription. Comment est-ce que vous pouvez concrètement démarrer une formation chez UPSO?
Je sais que certaines personnes sont déjà en formation chez UPSO, donc dans le chat, donc vous avez déjà la réponse. Pour les autres, là, on va voir dans le détail toutes les solutions de financement qui existent, comment les mettre en place, jusqu'au démarrage de la formation, donc le premier cours avec le formateur. Comme d'habitude, le but d'un webinaire, c'est que ce soit le plus interactif possible. Vous avez des questions, des slides sur lesquels je passe trop rapidement, un point qui n'est pas clair, vous m'interrompez, vous me posez toutes vos questions, il ne faut surtout pas hésiter. Le but, c'est évidemment qu'à la fin de ce webinaire, vous ayez eu, vous, toutes les réponses que vous recherchiez. C'est quand même le plus important. Et maintenant, on attaque directement. Quel financement puis-je mobiliser? Ça, c'est un point hyper important, puisque non, une formation professionnelle, ce n'est pas forcément à vous de la financer. Ça, c'est hyper important. Vous avez donc la possibilité d'avoir des aides de financement extérieures. Je m'explique. Comme je vous l'ai dit, en fonction de votre statut professionnel, c'est ce dont on parlait en intro, vous avez tout un tas d'organismes de financement que vous pouvez contacter. Et c'est pour ça, rien que sur l'année 2025, comme je l'avais dit, on a eu plus de 3000 apprenants formés. Et je vous avais déjà partagé ce chiffre hier, mais sur ces 3000 apprenants, c'est plus de 70% d'entre eux qui ont eu leur formation financée. C'est énorme. Ça veut dire que ce n'est même pas 30% des candidats qui ont eu une formation, qui ont dû financer leur formation eux-mêmes. Donc, quand je vous disais qu'il y avait des solutions de financement pour tout le monde, c'est vraiment pour tout le monde. Maintenant, à la question, donc comment savoir quelle est la meilleure des solutions de financement pour moi? Parce que c'est ça le but de ce webinaire, c'est de comprendre quelle est la meilleure des solutions de financement. Il y en a beaucoup, vous allez voir, et le but, ce n'est pas de vous faire un long listing de toutes les aides de financement qui existent sur le marché. Ça va nous prendre beaucoup trop de temps sinon, et dans 4 heures, on y est encore, ce n'est pas le but. Le but, c'est surtout qu'à la fin, vous puissiez savoir, vous, à quel organisme vous adressez et surtout, comment trouver cet organisme de financement. Hyper important. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché du financement de la formation professionnelle, il fonctionne sur le principe de prescription. C'est-à-dire qu'en fonction de votre statut professionnel, vous allez être rattaché automatiquement à un organisme prescripteur et donc financeur. Je donne l'exemple que évidemment tout le monde connaît. Vous êtes demandeur d'emploi. L'organisme prescripteur auquel vous êtes rattaché, vous le savez, c'est évidemment France Travail. Mais ça, c'est valable quel que soit votre statut. Si vous êtes, par exemple, salarié, bien évidemment, vous n'êtes pas rattaché à France Travail, vous êtes rattaché à Transition Pro. Si vous êtes indépendant, vous allez être rattaché à ce qu'on appelle un FAF, un fonds d'assurance formation. Si vous êtes agriculteur, ce sera auprès de Vivea. Si vous êtes indépendant, ce sera auprès de l'organisme. Si vous êtes militaire, pardon, ce sera auprès de l'organisme Défense Mobilité, etc. Je ne vais pas tous vous les faire, vous avez compris le principe, ça risque d'être assez long sinon. Et du coup, la question à vous poser, c'est quel est mon statut aujourd'hui? Et en fonction de ce statut-là, ça va resserrer petit à petit jusqu'à ce que vous puissiez trouver la meilleure des sources de financement. Et après, il peut y avoir, oui, d'autres critères qui vont venir se rajouter en fonction, par exemple, de votre âge ou de votre région ou même de la formation que vous souhaitez faire. Ça peut exclure ou rajouter certaines solutions de financement. Petite parenthèse par rapport à la formation. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? En fait, UPSO n'est pas concerné pour le coup puisque nos formations sont bien des formations diplômantes d'État. Traduction, ça veut dire que toutes les solutions de financement qui existent aujourd'hui sont éligibles à nos formations. En fait, la question, ça va vraiment être votre statut. Mais il peut y avoir des formations, par exemple, qualifiantes. On a vu la différence hier, je ne sais pas si vous vous rappelez, entre qualifiant et diplômant. Donc, une formation qualifiante qui n'est pas reconnue par l'État, automatiquement, elle est éligible à beaucoup moins d'aides de financement. Mais bon, pas la peine de prendre davantage de temps là-dessus. De toute façon, chez UPSO, on n'est pas concerné. Et maintenant, donc, la vraie question, où trouver mes financements? C'est ça qui nous intéresse. Il y en a beaucoup. Nous, on va vraiment se concentrer sur les principales sources et les principales solutions de financement aujourd'hui. Et globalement, ces solutions de financement devraient couvrir, je pense, 90% des statuts des personnes aujourd'hui présentes dans le chat. Évidemment, il y a France Travail, si vous êtes demandeur d'emploi. On va ensuite parler de Transition Pro ainsi que des OPCO, ce qu'on appelle les opérateurs de compétences, si vous êtes salarié. On parlera du FAF, des fonds d'assurance formation. Et on terminera par parler évidemment des financements régionaux. Puisque oui, votre région, donc que ce soit la région Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, etc., toutes les régions ont des budgets pour financer les formations professionnelles, particulièrement des demandeurs d'emploi. Et on terminera
en parlant de l'alternance. Il y a eu beaucoup de questions hier sur l'alternance et je vous avais dit que j'y répondrais surtout aujourd'hui. Et je crois qu'on a eu la première question de Jean-Gabriel. En tant que fonctionnaire d'État, à quel organisme pouvons-nous nous adresser? C'est une très bonne question. Jean-Gabriel, on va être transparent. Le statut de fonctionnaire d'État, c'est un des statuts les moins intéressants afin de bénéficier d'aides de financement. Contrairement par exemple à un statut salarié ou demandeur d'emploi où vous avez beaucoup de possibilités à votre disposition, si vous souhaitez conserver ce statut de fonctionnaire, en fait, vous n'avez que 3 alternatives à votre disposition. Le statut fonctionnaire, c'est vraiment un des statuts les plus restrictifs en termes d'aide. Vous avez votre CPF que vous pouvez mobiliser. La particularité, c'est que vous, votre CPF n'est pas en euros, il est en heures. Et pour les débloquer, vous avez besoin de l'accord de votre employeur. Deuxième solution, c'est évidemment votre employeur. Nous, on a beaucoup de fonctionnaires qui suivent nos formations, souvent dans le cadre d'évolution en interne, et leur formation a été financée directement par leur employeur. Et ensuite, la dernière alternative, c'est la moins intéressante, mais c'est évidemment de financer via vos fonds personnels. Et à ce moment-là, vous aurez la possibilité d'échelonner sur plusieurs mois. On verra ça vraiment à la toute fin de ce webinaire. Mais du coup, très bonne question. S'il y a d'autres fonctionnaires présents dans le chat, conservez bien donc ces points-là en tête. Maintenant, on va autant parler directement de la solution de financement la plus connue, France Travail. Tout le monde connaît Pôle emploi, maintenant France Travail. Et France Travail a un dispositif de financement de formation professionnelle qui s'appelle l'AIF, l'aide individuelle à la formation. Ce n'est pas la seule aide qui existe chez France Travail. Il existe aussi, par exemple, les POEI, qui sont un peu plus complexes à mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez déjà une entreprise, donc, et qu'avec cette entreprise, vous puissiez signer une promesse d'embauche sous réserve d'obtention d'un diplôme. Et à ce moment-là, France Travail vous finance la formation. C'est des cas très particuliers, mais parlons plutôt de l'AIF, puisque c'est l'aide, du coup, la plus connue de France Travail et surtout la plus utilisée aujourd'hui sur le marché. Et là, je veux faire un point assez important. J'échange du coup forcément tous les jours avec beaucoup de candidats et une remarque qui revient quasiment systématiquement, c'est non, mais c'est même pas la peine que je contacte France Travail, de toute façon, ils financent jamais, c'est une perte de temps. Alors, j'ai quand même envie de nuancer. Oui, ce qui est vrai, c'est que France Travail finance de moins en moins les formations. Je pense que beaucoup du coup d'entre vous dans le chat, vous pensez la même chose. En effet, depuis que j'ai commencé à travailler chez UPSO, on a bien vu la différence depuis une petite dizaine d'années. Les dossiers de financement, de demande de financement, sont moins souvent acceptés aujourd'hui qu'ils ne le furent il y a une dizaine d'années. Néanmoins, ça ne veut pas dire pour autant que France Travail ne finance plus. Rien que sur l'année 2025, c'était plus de 100 000 dossiers de financement acceptés par France Travail. C'est énorme. Et malgré tout, France Travail reste aujourd'hui sur le marché le premier financeur de formation professionnelle. C'est pour ça que dire que France Travail ne finance pas, c'est faux. France Travail finance encore énormément de formations. En revanche, oui, ils en financent moins qu'avant, bien entendu. Et le point le plus important à retenir si vous souhaitez contacter France Travail, c'est qu'il va falloir anticiper et préparer votre dossier. Parce que oui, très clairement, si demain vous prenez un rendez-vous avec eux pour la semaine prochaine et que vous vous pointez un petit peu, on va dire, les mains dans les poches, entre guillemets, simplement vous dites à votre conseiller, salut, j'ai trouvé une école qui a l'air sympa, j'aurais besoin de 4 000 euros. Bon, bah, vous en doutez tous, bien entendu, France Travail va rejeter votre demande. En revanche, si vous préparez le dossier, que vous faites une étude de marché, que vous regardez, par exemple, dans votre département, combien d'offres d'emploi pour le poste de conducteur de travaux il y a, que vous en renseignez sur l'école, que vous amenez à votre entretien un devis de la formation ainsi qu'un programme détaillé de la formation. Là, vous allez être en capacité de convaincre votre conseiller France Travail de la pertinence de votre projet dans le cadre de votre réinsertion. Et là, vous mettez réellement toutes les chances de votre côté que le conseiller accepte ce projet-là, ou au moins accepte de l'étudier, ce qui est déjà un bon début. Du coup, vraiment, j'insiste dessus, si vous êtes demandeur d'emploi, contactez France Travail, ça vaut vraiment la peine de au moins leur poser la question. Par contre, préparez votre dossier avant, sinon ça ne sert à rien, vous allez juste perdre du temps. Et une fois que ça c'est fait, l'avantage de France Travail, c'est que les démarches administratives sont hyper rapides. En réalité, ce qui prend beaucoup de temps, c'est tout ce que vous devez faire en amont de l'entretien avec France Travail pour justement le préparer. Mais une fois que c'est fait, comment ça fonctionne concrètement? C'est très simple, vous nous recontactez. On va vous envoyer ce qu'on appelle un devis AIF directement sur la plateforme Keros. Keros, c'est la plateforme de France Travail. Vous allez donc recevoir ce devis sur votre espace France Travail en ligne, sur votre compte personnel.
Et la seule chose que vous aurez à faire, c'est cliquer sur « Oui, j'accepte le devis », tout simplement. Aucune démarche supplémentaire. Le conseiller ou la conseillère France Travail reçoit donc le devis de l'école. Et après, France Travail a 15 jours ouvrés pour vous répondre, que ce soit positivement ou négativement. Donc, vous voyez, en fait, ces démarches-là, nous, ça nous prend 10 minutes à faire le devis. Vous, ça vous prend 30 secondes à valider. Et après, il suffit juste d'attendre 2 semaines. C'est hyper simple et surtout, c'est la solution de financement la plus rapide à mettre en place. En revanche, encore une fois, ce qui va prendre du temps, c'est toutes les démarches que vous devez faire impérativement avant de contacter France Travail. Sinon, ça va être une perte de temps. Je vais faire une petite pause. Je crois que j'ai raté quelques questions. Hop, question ensuite de Cédric. Je peux compléter avec un financement personnel en plus de mon CPF. Bien entendu, hein, Cédric, c'est la solution de financement la plus classique et surtout la plus simple à mettre en place, puisqu'il n'y a pas d'organisme de financement externe qui vont intervenir. Si vous optez pour l'option CPF plus fonds personnel, c'est vous qui gérez toute la démarche. Donc, hyper rapide, en soi, ça va prendre 30 minutes à faire et vous pourrez commencer votre formation dans la foulée. Mais ça, j'aborderai du coup dans le détail le fonctionnement du CPF à la toute fin de ce webinaire. Là, l'objectif, c'est surtout d'abord de vous présenter les solutions de financement autres que vos fonds personnels ou votre CPF. Ensuite, question de Frédéric. France Travail veulent souvent plusieurs devis. Tout à fait. Ça peut dépendre en effet des conseillers France Travail, mais ça arrive que votre conseiller va vous demander justement, pour vérifier votre motivation, plusieurs devis de différentes écoles, pour vérifier que vous avez réellement creusé le sujet et que vous avez comparé les programmes de formation ou la pédagogie de chaque école. Ça peut être en présentiel, ça peut être en distanciel, ça peut être des formations pour adultes, ça peut être des BTS. Mais oui, c'est important, lorsque vous allez contacter France Travail, que vous connaissiez plusieurs écoles et pas uniquement UPSO. Ça peut jouer en votre défaveur. Donc, c'est une très bonne remarque, Frédéric, complètement. Maintenant, on a parlé de France Travail. C'était la solution de financement la plus connue. Deuxième solution de financement qui est hyper intéressante, et là, pour le coup, je pense que beaucoup de personnes présentes dans le chat, celles-ci ne la connaissent pas. C'est Transition Pro. Transition Pro, c'est aujourd'hui le premier organisme financeur de formation professionnelle pour les salariés. Dites-vous que c'est beaucoup moins connu que France Travail. Pourtant, c'est plus de 50 000 dossiers chaque année acceptés par Transition Pro. Et surtout, avec des paniers moyens de plus de 4 000 euros. Donc, ça couvre la totalité des formations de chez UPSO. Hyper intéressant. Si vous êtes en CDI ou si vous êtes en CDD ou en intérim, vous pouvez contacter Transition Pro pour faire une demande de prise en charge. Honnêtement, si vous n'avez pas le CPF suffisant, par exemple, pour financer une formation, ça vaut vraiment le coup de contacter Transition Pro. Il y a par contre quelques critères à respecter. C'est un peu plus complexe que juste je suis en CDI, donc je suis éligible. Non. Pour détailler un petit peu les critères d'éligibilité, si vous êtes en CDI, afin de faire appel à Transition Pro, vous avez besoin de 24 mois d'expérience professionnelle au total dans votre carrière. Et le plus important, il faut surtout que vous soyez sous contrat CDI depuis plus de 12 mois consécutifs au moment où vous contactez Transition Pro. Hyper important. Je donne un exemple. Si vous avez signé par exemple un CDI il y a 3 mois, vous ne pouvez pas contacter Transition Pro. Il va falloir attendre encore 9 mois. Si vous êtes cette fois-ci en CDD, c'est globalement le même principe. Il faut que vous ayez eu 24 mois d'expérience professionnelle, mais cette fois-ci sur les 5 dernières années. Et sur les 12 derniers mois, il faut que vous ayez pu passer 4 mois en CDD. Et le dernier critère d'éligibilité, c'est si vous êtes en intérim cette fois-ci, c'est celui-ci qui est le plus complexe à respecter. Il faut que vous ayez cumulé au total 1600 heures. Jusque-là, ça va, donc, mais il faut que vous ayez cumulé surtout 600 heures dans la même entreprise afin de pouvoir contacter Transition Pro. Ça, je sais, c'est énormément restrictif, mais ne vous inquiétez pas. Si vous êtes intérimaire, vous pouvez également contacter France Travail pour leur demander un financement. Contrairement à quelqu'un qui est en CDI ou en CDD, évidemment, si c'est le cas, il y a des exceptions pour les CDD. Mais si vous êtes en CDI, ce n'est même pas la peine de contacter France Travail, on est bien d'accord, ils vont directement rejeter votre dossier. Et non, très bonne question, Jean-Gabriel, je vous l'aurais dit sinon. Est-ce que Transition Pro peut être utilisé pour les fonctionnaires? Non. Sinon, je vous aurais directement proposé Transition Pro. Mais Transition Pro, c'est vraiment pour les salariés, donc les salariés du privé. Si vous êtes dans le public en tant que fonctionnaire, hélas, vous ne pouvez pas utiliser du coup Transition Pro. Vraiment, comme je vous le disais, le statut fonctionnaire, c'est le statut le plus restrictif en termes des aides de financement possibles.
Ensuite, autre question de Cédric. Transition pro, on se met en lien avec notre entreprise où ça reste confidentiel et l'entreprise ne sera pas au courant. Très bonne question, Cédric. Vous m'avez devancé, c'était justement ce que j'allais vous dire sur cette slide-là. Transition pro, vous avez deux options de financement différents. C'est un peu complexe. Alors, première possibilité, vous allez simplement demander un financement de formation en dehors de vos heures de travail. C'est-à-dire que vous continuez à bosser, absolument rien ne change à votre emploi du temps, et vous allez suivre la formation en parallèle de votre boulot. Et donc, simplement, Transition Pro vous finance les frais de formation. À ce moment-là, si c'est cette option que vous choisissez, non, votre entreprise ne sera jamais au courant, sauf si vous les tenez eux au courant. Mais Transition Pro ne va pas contacter votre entreprise et l'école non plus. En revanche, deuxième option avec Transition Pro, vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de demander un congé formation. Le congé formation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus du financement des frais de formation, vous allez demander un arrêt en fait de travail pour toute la durée de la formation. Donc là, vous arrêtez de bosser afin de vous concentrer uniquement sur votre apprentissage. Et bien entendu, si vous demandez un congé formation, évidemment que votre entreprise est au courant. Et d'ailleurs, l'entreprise, à ce moment-là, va également devoir intervenir dans le montage du dossier de demande de financement auprès de Transition Pro. Je ne sais pas si j'ai été clair, hein, Cédric. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me relancer dans le chat. Donc, Transition Pro, comme je vous le disais, c'est une super solution de financement si vous êtes salarié. L'inconvénient, on va être transparent, c'est que c'est long, c'est très long à mettre en place. C'est une des solutions de financement les plus complexes et chronophages, puisque dites-vous que vous déjà, d'un point de vue personnel, vous allez devoir consacrer au moins une dizaine d'heures minimum le temps de remplir tous les documents administratifs que demande Transition Pro. Nous, ensuite, du côté de l'école, on a globalement un boulot similaire à faire. On a un gros dossier à remplir, donc dossier administratif, directement sur le site de Transition Pro. Et une fois que le candidat et l'école ont rempli donc leurs documents, il va y avoir à peu près un délai de 3 mois afin que votre dossier soit traité par la commission de Transition Pro et qu'il nous fasse un retour, que ce soit positif ou négatif par ailleurs. Et c'est un petit peu ça qui peut être frustrant avec Transition Pro, c'est que bah oui, on met beaucoup d'énergie à monter le dossier, on attend 3 mois, et évidemment, on n'a jamais de garantie à 100% que votre dossier soit accepté. Il y a toujours le risque d'avoir attendu 3 mois pour rien, pour un dossier refusé au final. Et là, ça peut être un peu rageant, on se dit, bah mince, j'ai perdu 3 mois pour rien, j'aurais pu déjà commencer la formation. Je sais, mais là, c'est le jeu. Si vous souhaitez demander une aide de financement pré Transition Pro, vous devrez attendre ces 3 mois-là. Si vous souhaitez démarrer le plus vite possible, c'est un risque à prendre. Si vous n'êtes pas pressé pour commencer la formation, à ce moment-là, autant tenter Transition Pro, vous n'avez rien à perdre, vous ne pouvez que gagner. Ou dans le pire des cas, il ne se passe rien. Autre point hyper important, c'est la qualité du dossier. Il y a beaucoup de documents à remplir auprès de Transition Pro. Donc, le risque côté candidat, c'est qu'à un moment donné, vous en ayez marre et vous remplissiez vraiment les documents hyper rapidement. Parce que ça fait déjà 4 heures que vous êtes dessus, il est 22 heures, vous avez autre chose à faire. Je comprends complètement, mais à ce moment-là, gardez bien en tête que si vous faites ça, si vous bâclez le remplissage ne serait-ce que d'un seul document auprès de Transition Pro, le dossier va être rejeté. Transition Pro est une excellente solution de financement. En contrepartie, ils sont très exigeants sur la qualité des documents qu'on va leur envoyer. S'ils voient une incohérence, s'ils voient une erreur au niveau, par exemple, du volume d'heures de la formation, ils refusent le dossier. Et rassurez-vous, vous vous rappelez de ce que je vous avais dit hier, vous n'êtes jamais seul chez UPSO. On va vous accompagner dans le montage du dossier de financement, notamment via ma collègue Joséphine, qui est notre chargée de financement au sein de l'école et qui va vraiment pouvoir vous guider étape par étape sur le montage d'un dossier de financement Transition Pro. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est surtout 3 critères. Évidemment, il faut respecter les délais. Comme je vous l'ai dit, il y a minimum 3 mois d'attente en règle générale lorsqu'on fait un dossier Transition Pro. Ensuite, il faut évidemment bien vérifier à ce que vous soyez éligible au dispositif. Et le dernier point, c'est la qualité du dossier. J'insiste dessus. Chaque document que va vous demander de remplir Transition Pro est capital pour la réussite du dossier. Et c'est pour ça qu'on va être derrière vous pour vraiment maximiser vos chances de pouvoir obtenir cette aide de financement-là. Hop, je fais une petite pause. Je crois qu'on a une question de Nassim. Alors, pour Transition Pro, j'ai 1000 heures d'intérim derrière moi et vous avez en plus 2000 heures dans la même entreprise. Bah, parfait. Mes dernières missions en mars, est-ce que je peux demander complètement avec ce statut-là, Nassim? Vous pouvez du coup contacter Transition Pro. Et de mémoire, je crois que vous étiez aussi rattaché à France Travail. La bonne nouvelle, du coup, c'est que pour vous, vous êtes éligible à 2 solutions de financement, sans compter votre CPF. Vous avez pas mal de possibilités devant vous.
Maintenant, du coup, on a parlé du statut salarié. Juste avant, on a parlé du statut demandeur d'emploi. Évidemment, il ne reste là plus qu'à parler du statut entrepreneur. Je sais qu'on en a un en plus dans le chat. Il y a une solution de financement qui est hyper intéressante et qui est pourtant très peu connue pour les indépendants. Tous les indépendants sont rattachés automatiquement à ce qu'on appelle un FAF, un fonds d'assurance formation. Et ça, ce sont des organismes qui sont chargés de financer les formations professionnelles des entrepreneurs uniquement. C'est hyper intéressant et je vous invite vraiment à les contacter. Et d'autant plus que c'est beaucoup plus simple que Transition Pro, rassurez-vous. Comment ça fonctionne? En fait, vous allez devoir demander à l'école de mémoire un devis de formation détaillé, le programme, une convention. Et vous, de votre côté, vous devrez envoyer également des documents à votre FAF, à savoir votre extrait CABIS, vos attestations URSSAF et quelques documents également sur votre entreprise. Vous envoyez tout ça. Vous attendez à peu près entre 3 et 4 semaines. C'est plus rapide que Transition Pro. Et au bout donc, de ces 4 semaines, vous avez la réponse de votre FAF. Votre dossier est passé en commission. Évidemment, toute la démarche est digitalisée, je ne l'ai pas précisé. Les documents, vous ne les envoyez pas par la poste, vous les envoyez directement sur un site internet particulier. Et après, vous avez leur retour. Soit votre FAF a accepté de financer votre formation, soit ils ont refusé. Comme d'habitude, il n'existe aucune solution de financement où on a une garantie à 100% que ce soit accepté. En revanche, le FAF, c'est une très, très bonne solution de financement. Le seul inconvénient, entre guillemets, le taux d'acceptation est hyper élevé. En revanche, le panier moyen de prise en charge est un peu plus faible que Transition Pro. Autant Transition Pro, c'était des paniers moyens à plus de 4 000 €. Donc, les frais des formations chez UPSO rentraient largement dedans. En règle générale, les FAF financent plutôt à hauteur de 3 000 €. Donc, on va dire l'inconvénient, entre guillemets, c'est que vous aurez normalement, ça peut dépendre des FAF, mais en règle générale, vous risquez d'avoir à peu près 1 000 € de reste à charge de votre côté. Ne vous inquiétez pas, c'est 1 000 € de reste à charge. Vous avez plein d'autres solutions pour les financer. Ça peut être votre CPF, si vous aviez été salarié avant, ça peut être vos fonds personnels, ça peut être les fonds de votre entreprise. Vous pouvez tout à fait passer cette formation en frais pro. En tant qu'indépendant, globalement, il y a quand même pas mal de solutions de financement assez intéressantes pour vous. Donc ça, c'est l'avantage. Très peu connu, mais je vous invite vraiment à vous renseigner dessus. C'est hyper intéressant. Et la dernière solution de financement d'un organisme externe que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est l'alternance. On n'en a pas beaucoup parlé sur nos 2 dernières sessions, et pourtant, c'est une solution de financement hyper intéressante. Et en plus, c'est une solution pédagogique de formation hyper pertinente. Dites-vous que chaque année, c'est plus d'1 million de contrats d'alternance qui sont signés. De mémoire, sur l'année 2025, je crois que c'est à peu près 900 000 contrats d'apprentissage et 200 000 contrats de professionnalisation. Je vous explique juste après la différence entre les deux. Mais s'il y a autant de personnes chaque année qui suivent des formations en alternance, c'est qu'il y a une raison. Déjà, il y a la raison financière. Vous avez un salaire quand vous êtes alternant, et en plus de ça, les frais de formation, ce n'est pas votre problème, puisque c'est l'entreprise d'accueil qui va prendre en charge les frais. En réalité, ce n'est pas vraiment l'entreprise. Si je veux rentrer dans le détail, c'est ce qu'on appelle des OPCO, des opérateurs de compétences, c'est des organismes indépendants chargés de financer les alternances en France. Mais bref, ce qu'il faut retenir pour vous, c'est que si vous faites une alternance, la question donc du financement, on l'écarte, ce n'est plus votre problème. Et en plus de ça, vous avez l'avantage pédagogique. C'est une des meilleures façons de se former, l'alternance. Vous êtes directement sur le terrain. Vous maximisez du coup les chances d'être embauché à la fin de votre formation, directement dans cette entreprise. Vous développez votre réseau, vous développez au maximum vos compétences opérationnelles. C'est top, honnêtement, l'alternance. Ce n'est pas forcément fait pour tout le monde. Il y a des cas où ce ne serait pas idéal. Typiquement, si aujourd'hui vous êtes salarié en CDI avec une situation stable financièrement, je ne vais pas vous conseiller de démissionner pour faire une alternance. Ça n'aurait pas de sens. En revanche, si vous êtes jeune étudiant, par exemple, et que vous venez de terminer vos études et vous souhaitez suivre un cursus plus technique, l'alternance, c'est parfait pour vous. Ou si vous êtes, par exemple, demandeur d'emploi en réinsertion professionnelle, réfléchissez à l'alternance. Ça a pas mal d'avantages. L'alternance, ça va vraiment dépendre de profils, mais prenez au moins 5 minutes pour y réfléchir. Et comme je vous l'avais dit, rapidement, quelle est la différence entre un contrat d'apprentissage et un contrat pro? En fait, pour vous, il n'y en a pas vraiment. C'est l'avantage. Le seul point positif, et ça c'est souvent une idée reçue, je crois qu'on m'avait posé la question hier de mémoire en plus, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour faire une formation en alternance? Et non, c'est une idée reçue. C'est vrai qu'on pense tout le temps que l'alternance, c'est que pour les jeunes et passé un certain âge, on ne peut plus faire d'alternance. C'est complètement faux. Ça, c'est vrai uniquement pour les contrats d'apprentissage. En effet, contrat d'apprentissage, si vous avez plus de 29 ans, vous ne pouvez pas en faire. Par contre, pour le contrat de professionnalisation, tant que vous êtes demandeur d'emploi, vous n'avez aucune limite d'âge.
Vous avez 60 ans, vous voulez faire un contrat pro, vous pouvez le faire. Légalement, ça ne pose aucun problème. Et par rapport à vous, honnêtement, la différence contrat d'apprentissage, contrat pro, en fait, il n'y en a pas dans votre quotidien. Vous allez être en entreprise, vous allez avoir un rythme de formation. Généralement, c'est souvent 3 semaines en entreprise, 1 semaine de cours. Ou alors, chez Upso, vous avez aussi une autre possibilité, c'est chaque semaine, 3 jours en entreprise, 2 jours de cours. On vous laisse le choix dans le cas d'une alternance. Le seul point important à retenir chez Upso sur l'alternance, c'est que cette fois-ci, contrairement à ce que je vous avais dit hier, vous allez avoir une durée de formation. En formation continue, il n'y a aucune durée. Dans le cadre de la formation en alternance, vous avez une durée d'1 an. C'est la seule différence globalement avec la formation en continu. C'est que là, il y a un cadre, on va dire, qui est davantage défini. Il y a un peu moins de flexibilité. Mais vous gagnez aussi en pédagogie. C'est une balance, il faut peser les pour et les contre. En revanche, l'inconvénient du contrat pro, il n'est pas pour vous, il est pour l'entreprise. Et c'est pour ça que chaque année, il y a beaucoup plus de contrats d'apprentissage de signer que des contrats pro, pour la simple et bonne raison qu'un contrat pro, ça coûte beaucoup plus cher à une entreprise qu'un contrat d'apprentissage. Ça, c'est l'inconvénient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je préfère être transparent avec vous, si vous avez plus de 30 ans et que vous souhaitez faire une formation en alternance, ce sera donc forcément un contrat pro. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucune aide pour les contrats de professionnalisation. Ce qui veut dire que lorsqu'une entreprise embauche un contrat pro, ça lui revient exactement au même financièrement que d'embaucher une personne en CDD pendant 12 mois. C'est les mêmes frais, c'est les mêmes charges. Contrairement à l'apprentissage qui est encore très subventionné par l'État, donc ça ne coûte pas grand-chose à une entreprise. C'est pour ça que forcément les boîtes, si possible, elles vont toujours favoriser un candidat qui a moins de 29 ans pour faire une alternance. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de contrat pro. On est bien d'accord. Nous, tous les mois, on a des candidats qui suivent nos formations via un contrat de professionnalisation. Ce que je veux vous dire, par contre, c'est que c'est plus compliqué de trouver. Ça va vous prendre plus de temps et ça, il faut bien le garder en tête. On ne trouve pas une alternance en 1 semaine sur un claquement de doigts. Ça peut être plusieurs mois de recherche. Mais rassurez-vous, je vous avais parlé de ma collègue Joséphine, qui était notre chargée de financement au sein de l'école et qui allait vous aider à monter le dossier étape par étape, par exemple. Eh bien, vous avez également ma collègue Laurie, qui est cette fois-ci non pas notre chargée d'alternance, mais qui est notre chargée d'alternance et qui va être là pour vous aider, non pas dans le montage de votre dossier de financement, mais cette fois-ci qui va être là pour vous aider dans votre recherche d'entreprise. On va vraiment vous aider pas à pas, étape par étape, à trouver une entreprise. Ça ne veut pas dire qu'on la trouve pour vous, on est bien d'accord. Hein. C'est-à-dire qu'on va vous accompagner dans ces recherches. L'avantage, c'est que vous n'êtes encore une fois jamais seul. Oui, c'est compliqué de trouver une entreprise pour faire une alternance. Non, ça ne veut pas dire que c'est impossible pour autant. C'est deux choses différentes. Et par rapport au salaire en alternance, parce que je pense que certains d'entre vous devez vous poser la question, au-delà de 25 ans, c'est très simple, c'est 100% du SMIC. Pas de différence. Entre 21 et 25 ans, chez Upso, en règle générale, vous êtes autour de 53% du SMIC. Et entre 18 et 20 ans, vous êtes à 43% du SMIC. Et en dessous de 18 ans, je ne pense pas qu'on ait des mineurs qui nous écoutent, mais on ne sait jamais. À ce moment-là, vous êtes à peu près à 28% du SMIC. Mais globalement, je pense qu'à mon avis, la majorité d'entre vous devait avoir entre 20 ans et 40 ans. Donc pour vous, si vous avez plus de 25 ans, retenez juste ça, 100% du SMIC. En dessous de 25 ans, 53% du SMIC. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Je pense que certains d'entre vous avaient la question. Et maintenant, pour conclure là-dessus, quels sont les points forts, quels sont les points faibles de l'alternance? En fait, il y a plusieurs points forts. Comme je vous l'ai dit, déjà, il y a l'expérience professionnelle. Le fait d'être directement sur le terrain, ça a une vraie valeur ajoutée sur un CV. En plus de ça, vous avez un meilleur taux de réinsertion professionnelle après avoir fait une alternance. Et, cerise sur le gâteau, d'un point de vue financier, les frais de formation, pas votre problème. Et en plus, vous avez un salaire durant la formation. Vous êtes rémunéré. Ça, c'est les points forts. Il y a également des points faibles. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Les inconvénients de l'alternance, déjà par rapport à Upso, c'est que vous perdez en flexibilité. L'avantage de la formation en continu, c'est que vous pouvez vraiment la faire quand vous voulez, où vous voulez. Dans le cas d'une alternance, puisqu'on va signer un contrat avec une entreprise, il y a vraiment des temps de cours qui sont beaucoup plus définis. Le deuxième inconvénient, c'est évidemment qu'il faut trouver l'entreprise. C'est ce qu'on vient de dire à l'instant, et ça prend du temps. Même si on est là pour vous aider, malgré tout, c'est long. Et le dernier inconvénient à l'alternance, ça peut être par exemple une perte de salaire. C'est pour ça justement que je vous avais présenté la slide juste avant. Généralement, dans le meilleur des cas, en alternance, vous êtes au SMIC. Donc, si aujourd'hui, vous avez un CDI stable avec une bonne situation financière,
moi, je ne vous conseillerais pas de démissionner pour vous mettre sur une situation plus précaire que votre situation actuelle. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'améliorer vos conditions, pas de les dégrader. Donc là, ça va être à vous de peser le pour et le contre. Il y a des points intéressants et il y a des inconvénients à l'alternance. Ça dépend vraiment de chaque profil. Hop, question du coup de Jean-Gabriel. Un contrat de professionnalisation peut-il être signé avec un employeur public? Bien sûr. Là, pour le coup, je vais enfin vous répondre oui, Jean-Gabriel, cette fois-ci. Que vous soyez dans le privé ou dans le public, ça ne change absolument rien. Vous pouvez faire une alternance, que ce soit un contrat pro ou un contrat d'apprentissage. Donc oui, ça peut être en effet, Jean-Gabriel, une des solutions de financement à votre disposition. Tout à fait. Je pense que c'est ça que vous aviez en tête. Et autre question de Jérôme. Je pense que vous avez dû poser cette question au même moment où je présentais cette partie-là. Donc oui, je vous confirme bien, la durée de la formation en alternance chez UPSO, c'est 12 mois consécutifs. En revanche, il n'y a pas de date de début. Comme pour la formation en continu, vous pouvez commencer votre formation en alternance à tout moment de l'année. Ou plus précisément, vous pouvez la démarrer lorsque vous trouvez votre entreprise. Si vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser comme vous voulez. Là maintenant, je vous ai présenté les principales solutions de financement externes, c'est-à-dire celles qui ne dépendent pas de vous. France Travail, Transition Pro, les fonds d'assurance formation ou les alternances. Mais évidemment, on a oublié de parler de la première solution de financement de formation en France. Je pense que celle-ci, vous la connaissez tous ou quasiment tous, c'est le CPF, le compte personnel de formation. Juste pour vous donner une idée, rien que sur l'année dernière, c'est plus de 1,2 million de personnes qui ont utilisé leur CPF. C'est absolument colossal comme chiffre et c'est normal. C'est la solution la plus simple à déployer. Le CPF, c'est votre argent, c'est comme un compte bancaire. Vous l'utilisez comme vous voulez. Exception faite, comme j'ai dit, pour ceux dans la fonction publique. Là, c'est un cas très particulier. Mais dans le privé, c'est comme un compte bancaire. Vous voulez l'utiliser demain pour financer une formation, vous l'utilisez demain. Ça prend 30 minutes à débloquer. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le CPF, rapidement, quel est le principe? C'est très simple. Tous les salariés en France, donc salariés, ça veut dire intérimaire, alternant, CDD, CDI. Tous les salariés cotisent sur le CPF. Et comment vous cotisez? Vous cotisez 500 € par an pour une année complète travaillée avec un plafond à 5 000 €. Il existe quelques exceptions. Si par exemple, vous avez une reconnaissance travailleur handicapé ou que vous bossez dans un métier considéré comme pénible physiquement, je veux dire officiellement, avec une reconnaissance de pénibilité physique, à ce moment-là, vous pouvez cotiser jusqu'à 800 € par an avec un plafond à 8 000 €. Mais ça reste très rare. Je pense que pour 99% d'entre vous, vous êtes plutôt sur le régime 500 € par an, plafond à 5 000 €. Ça déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que si vous êtes salarié depuis plus de 8 ans et que vous n'avez jamais utilisé votre CPF, problème réglé, vous avez déjà 4 000 € sur ce compte-là, vous pouvez financer la totalité de la formation de PSO avec. Plutôt intéressant. Deuxième point important, comment le créer? Si jamais certains d'entre vous ne l'ont pas encore créé, déjà, je vous invite très clairement, première chose que vous faites dès qu'on termine ce webinaire, vous créez votre compte de formation. Indispensable. C'est hyper simple à faire. Vous allez sur moncompteformation.gouv.fr, vous créez votre compte comme si vous créez un compte Instagram. C'est le même principe, ça va vous prendre 10 minutes. Et là, vous pourrez voir combien vous avez cotisé dessus. Hyper intéressant à faire. Petit conseil par contre, il y a pas mal d'arnaques au niveau du CPF. Donc, lorsque vous allez taper CPF sur Google, vérifiez toujours à ce que dans l'adresse IP, il y ait bien .gouv. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Le CPF, c'est géré par le gouvernement. Si vous voyez un site qui ressemble au CPF où il n'y a pas .gouv, c'est un faux site, c'est une arnaque. Vous fermez la page et hop, vous passez au site suivant. Ça, c'est juste un petit conseil pour ne pas vous faire avoir. Et maintenant, comment mobiliser mon CPF? Première chose à faire, et ça par contre, je pense que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas fait. Même si vous avez créé votre CPF pour l'utiliser, donc pour vous inscrire à une formation depuis 2 ans maintenant, vous avez impérativement besoin de disposer d'une identité numérique La Poste. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est indispensable. Et qu'est-ce que c'est? C'est une protection qui a été mise en place par l'État, notamment pour limiter toutes les arnaques qu'il y avait eu ces dernières années. Pour le coup, c'est une très bonne chose qu'ils aient mis ça en place. Et comment créer cette identité numérique? Vous avez 2 options. C'est très simple, rassurez-vous. Soit vous vous rendez en bureau de poste.
donc vraiment en présentiel avec votre carte d'identité, et vous demandez au guichet à ce qu'on vous crée cette fameuse identité numérique La Poste. Deuxième possibilité, vous pouvez directement la faire en ligne sur le site de laposte.fr. Si vous êtes à l'aise, on va dire, avec les logiciels, faites-le en ligne, ça vous évitera de vous déplacer. Si vous êtes moins à l'aise et que vous avez peur de faire une erreur lors de la création de ce compte-là, à ce moment-là, rendez-vous en bureau de poste, ça prend 5 minutes à faire au guichet, c'est hyper rapide. Et c'est une fois seulement que vous avez créé votre identité numérique que vous pourrez utiliser votre CPF pour financer une formation professionnelle d'État. Et comment ça fonctionne? Hyper simple. Rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul dans ces démarches-là. De toute façon, votre inscription le jour J, vous le ferez avec un responsable de formation. Ça pourrait être moi, ça pourra peut-être être un de mes collègues, c'est possible. Donc, le fonctionnement, on vous envoie un lien par mail. Vous cliquez dessus. Automatiquement, ça vous redirige sur une offre CPF. Là, vous allez avoir un petit dossier à monter. Ce sont les captures d'écran qu'on vous a mises. Donc, vous allez devoir indiquer quelques infos personnelles, notamment votre région, votre adresse, pour quelle raison vous faites cette formation. Ça prend 10 minutes maximum, c'est hyper rapide. Nous, ensuite, au niveau de l'école, on reçoit cette demande-là, on valide la demande, et une fois qu'on l'a validée, vous avez simplement à la reconfirmer. Terminé, aussi simple que ça. Vous cliquez sur le lien qu'on vous envoie par mail, vous montez votre dossier, vous nous l'envoyez, on l'accepte. Ensuite, vous avez juste à cliquer sur le bouton « Confirmer mon inscription ». 15 minutes, le temps de faire toutes ces démarches-là. Terminé, fin de l'inscription, vous commencez votre formation chez UPSO. Et c'est évidemment pour ça que le CPF est aujourd'hui la première des solutions de financement, tout simplement parce que c'est la plus simple de toutes à mobiliser. Le seul point que vous devez retenir sur le CPF, que vous ne soyez pas surpris le jour J, depuis le 1er janvier 2025, vous avez donc 102 € de frais de dossier dès que vous débloquez votre CPF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous souhaitez faire une formation à 4 000 € et que vous avez 5 000 € sur le CPF, lorsque vous allez valider votre inscription, vous aurez forcément 102 € à payer par carte bancaire à la toute fin. C'est vraiment la dernière étape. Lorsque vous allez cliquer sur « Confirmer l'inscription », vous allez avoir une fenêtre du CPF qui va apparaître et qui va vous demander de régler par carte bancaire. Comme quand vous faites un achat sur Internet, il n'y a pas de piège. La seule exception à ça, c'est si vous êtes aujourd'hui demandeur d'emploi. Tous les demandeurs d'emploi sont exemptés automatiquement de ces 102 € de frais de dossier, puisque le CPF est rattaché à France Travail. Donc, si vous êtes inscrit chez France Travail, automatiquement, le CPF est au courant et votre compte est mis à jour. Si vous n'êtes pas inscrit chez France Travail, vous aurez ces 102 € de frais de dossier, que vous soyez indépendant, salarié, fonctionnaire ou autre. Important à retenir. Au moins, vous ne serez pas surpris lorsque vous validerez votre inscription. Mais là, on était évidemment positif. On est parti du principe que vous disposez déjà de 4 000 € sur votre compte de formation. Qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas le cas? Imaginons que vous n'ayez que 2 000 €. Comment vous complétez la partie manquante? Eh bien là, vous avez pas mal de solutions de financement et c'est ça l'avantage, c'est ce qu'on appelle un abondement CPF. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Eh bien, tout simplement un abondement, c'est-à-dire que vous allez demander à un organisme externe d'abonder, donc de compléter la partie manquante de votre CPF. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez demander à France Travail d'abonder votre CPF. Et ce n'est pas les mêmes démarches que le devis AIF dont on a parlé au tout début. C'est une démarche encore plus simple et plus rapide à faire. Évidemment, puisque France Travail n'aura pas à financer toute la formation, ça augmente d'autant plus les chances qu'ils acceptent. Logique. Et à l'inverse, si vous n'êtes pas demandeur d'emploi mais que vous êtes salarié, eh bien, vous pouvez demander à votre employeur d'abonder votre CPF. C'est ce qu'on appelle une dotation volontaire employeur. C'est-à-dire que votre employeur a vraiment la main, d'un point de vue administratif, pour rajouter de l'argent sur votre CPF. Donc, il peut rajouter, par exemple, 1 000 € en plus, ce qui vous permettra de financer la totalité de votre formation. Ce sont des sources de financement hyper intéressantes et beaucoup plus simples en plus à mettre en place que les précédentes dont on a parlé, comme l'AIF ou Transition Pro qui prennent plus de temps. Mais ça, rassurez-vous, si jamais vous êtes amené à faire ce genre de démarche-là, évidemment, on va vous accompagner étape par étape chez UPSO. Et je crois avoir raté une ou deux questions en plus. Je fais une petite pause. Alors, question de Frédéric, intéressant. Le CPF est-il cumulable avec un AIF? Alors, oui et non. En fait, c'est cumulable avec une aide de France Travail. C'est justement ce que je viens de dire à l'instant. Mais ce n'est pas l'AIF. L'AIF, c'est vraiment l'aide individuelle à la formation. Quand vous faites un AIF, c'est-à-dire que vous allez demander à France Travail de financer la totalité de la formation.
Si vous demandez à France Travail simplement de compléter votre CPF, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un abondement CPF. Mais du coup, oui, Frédéric, France Travail et le CPF sont bien cumulables ensemble. Juste, ce n'est pas ce qu'on appelle un AIF. Et autre question de Jean-Gabriel. Alors, d'après vous, une formation de conducteur de travaux et le diplôme obtenu pourrait-il donner accès à des postes de cadre du domaine public? Bien sûr, évidemment. Pardon, je vais vous appeler Frédéric, pardon. Évidemment, Jean-Gabriel, le statut de conducteur de travaux, ce n'est pas uniquement pour travailler dans le secteur privé. Il y a beaucoup de conducteurs de travaux employés directement par l'État. Et ça ne veut pas dire que vous allez être conducteur de travaux en travaux publics. Attention, un conducteur de travaux publics, ça ne veut pas dire que vous êtes fonctionnaire. Ça veut dire que vous travaillez pour des marchés publics. Mais par exemple, Bouygues, Eiffage, Vinci, qui sont des entreprises privées, ont toutes des secteurs spécialisés sur le domaine des travaux publics. Mais SNCF, la SNCF est un énorme employeur de chefs de chantier et de conducteurs de travaux. Ou même toutes les municipalités ont leurs propres conducteurs de travaux. Tous les conseils régionaux ont également leurs propres conducteurs de travaux. Donc oui, très clairement à Jean-Gabriel, avec une formation de conducteur de travaux, vous pouvez complètement bosser dans la fonction publique. Ça pose aucun problème. Et pour terminer ce webinaire, évidemment, je ne pouvais pas terminer le webinaire sans parler du financement le plus basique possible. C'est le moins intéressant, certes, mais bon, il faut quand même faire au minima une slide dessus. Les fonds personnels, parce que ça va de soi que vous pouvez bien entendu financer cette formation via vos fonds personnels. La seule petite information à retenir à ce moment-là, c'est qu'on ne demande jamais de paiement comptant chez UPSO. On vous offre toujours la possibilité d'échelonner les paiements en plusieurs fois sans frais. Et au maximum, on peut aller jusqu'à 24 mois sans frais. L'avantage, c'est que ça vous permet du coup d'avoir des mensualités très faibles qui n'impactent pas trop votre confort de vie. Parce que forcément, sans doute, si vous avez des mensualités de 500 € par mois, ça peut être des charges supplémentaires importantes. Alors qu'en 24 fois, ça peut vous faire des mensualités de 100 ou 200 €. Normalement, c'est tout de suite beaucoup plus accessible. Et c'est justement pour ça qu'on a mis en place ce système de mensualisation. Et j'insiste dessus, il n'y a aucun frais. Je vous donne un exemple très concret juste après. Et maintenant, évidemment, la dernière slide. On a vu toutes les sources de financement qui existaient. Il ne reste plus qu'à choisir la formule qui vous intéresse. Ça, c'est la dernière question que vous devrez vous poser. Et comment choisir cette formule? On en a déjà longuement discuté hier, et je vous l'avais dit, on ne pourra pas trancher pendant le webinaire. Pour ça, il faut vraiment que vous puissiez réserver un rendez-vous téléphonique avec l'un de nos responsables d'admission ou un rendez-vous en visio avec vraiment un professionnel. Parfait, je vois que mon collègue Aurélien, en plus, vous a partagé une prise de rendez-vous. Ça dépend, comme je vous l'ai dit, de beaucoup de choses. Je ne vais pas refaire du coup tout le discours que je vous ai présenté hier, mais ça dépend de votre parcours, ça peut dépendre de votre diplôme, ça peut dépendre de votre autonomie, de votre motivation. Donc vraiment, pour savoir est-ce qu'il faut plutôt vous positionner sur l'offre principale ou renforcer, je vous invite vraiment à contacter un expert afin de pouvoir échanger plus longuement avec lui et lui pourra vous conseiller la meilleure formule pour vous. Et une fois que vous avez la formule, et bien là, vous pouvez passer à l'inscription. Vous avez validé la dernière étape. Et comment on passe à l'inscription? Je vais vous faire une petite simulation, comme ça va être beaucoup plus simple et vous pourrez vous projeter. Je prends le scénario le plus basique possible. Pas de financement externe qui rentre en compte, juste vous financez votre formation via votre CPF et vos fonds personnels. Prenons un exemple, on va l'appeler Monsieur Dupont. Monsieur Dupont a 2200 € sur son CPF. Impeccable, c'est déjà ça en moins. Et il a choisi la formule, par exemple, principale à 4000 €. Eh bien, il valide ça sur son CPF et il lui restera donc 1800 € à payer. Sur ces 1800 € à payer, M. Dupont a déjà des crédits en cours, donc il ne peut pas les verser comptant, il n'y a aucun problème à ça. Donc, on va lui faire un échéancier de paiement jusqu'à 2 ans. Le fonctionnement, on envoie à M. Dupont une facture par mail et il règle cette facture par carte bancaire exactement comme s'il faisait un achat sur Internet. C'est le même principe. Il rentre ses coordonnées bancaires, il valide sur son téléphone, terminé, le financement est validé. Et il va donc payer 75 € par mois. Autre possibilité, si jamais M. Dupont ne souhaitait pas la formule principale, mais préférait vraiment la formule renforcée pour avoir le meilleur accompagnement possible, à ce moment-là, la facture ne serait pas de 75 € par mois, mais de 116 € par mois. Il la paye par carte bancaire, terminé, il commence sa formation.
Et la seule chose à faire avant de la commencer, c'est, bien entendu, signer un contrat de formation, ça va de soi. Très simple, on vous envoie directement ce contrat par mail. On vous a fait une petite capture d'écran de à quoi ça ressemble. Vous le recevez via le logiciel qui s'appelle DocuSign. DocuSign est un logiciel qui permet de signer électroniquement les contrats. Ça vous évite, vous, de perdre votre temps à l'imprimer, le scanner, le parapher, etc. Non, beaucoup plus rapide. Vous lisez le contrat. Si jamais il y a des questions, des points qui ne sont pas clairs sur le contrat, pas de panique, n'oubliez pas, hein, vous êtes directement en visio ou au téléphone avec un expert lorsque vous faites cette démarche d'inscription. Donc, vous pouvez lui poser toutes les questions. Et à l'inverse, si tout est clair pour vous, vous signez le contrat et vous commencez votre formation. C'est clair pour tout le monde? On vous inscrit sur le CPF. Vous réglez la première mensualité, vous signez votre contrat de formation et suite à ça, le coach qui suit votre projet et votre dossier va donc vous envoyer un mail avec vos identifiants de connexion. Vous les rentrez sur upso.co et vous vous attaquez donc officiellement votre formation de conducteur de travaux chez Upso. Tout simplement. Dites-vous que la durée totale de cette inscription, c'est 30 minutes. C'est pour ça que vous avez, vous, la possibilité de la faire à n'importe quel moment. Vous nous contactez demain, et ben, vous pouvez démarrer votre formation dès vendredi soir. Ça, c'est valable évidemment uniquement pour les financements fonds personnels et CPF. Bien entendu, si on fait appel à France Travail, Transition Pro ou autre, on l'a vu, là, les démarches sont beaucoup plus longues. Eh bien, écoutez, on a terminé ce webinaire. Là, on a abordé normalement tous les points les plus importants pour vous. Et moi, à la fin de ce webinaire, je veux que vous puissiez réfléchir à 3 questions. Est-ce que le métier a le potentiel de réellement changer ma vie? Si vous répondez oui à cette question-là, à ce moment-là, il faut que vous vous posiez une deuxième question. Est-ce qu'avec ma motivation et le cadre que me propose Upso, j'ai réellement toutes les chances de réussir? Si vous répondez oui à cette question, à ce moment-là, vous devez vous poser la dernière des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai la conviction qu'avec les solutions qu'on a vues durant nos 3 sessions passées ensemble, ça va me permettre de démarrer maintenant? Vous répondez oui aux 3 questions, et bien à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à réserver directement un rendez-vous téléphonique avec l'un de nos responsables d'admission pour justement procéder à l'inscription. Et à l'inverse, si à une des questions, vous répondez non, vous avez un doute, vous êtes sceptique par exemple sur la partie financement, ou vous avez peur du fait que ce soit une formation en ligne, vous craignez de ne pas être suffisamment accompagné, ou vous avez un doute sur le métier de conducteur de travaux, vous n'êtes pas confiant à 100% que c'est vraiment ce dont vous avez besoin. À ce moment-là, c'est le même principe. Contactez-nous, réservez un échange privilégié avec un expert du domaine afin de pouvoir lui poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Et à la suite de cet entretien, si vous n'êtes toujours pas convaincu, si vous vous dites non, en fait, conducteur de travaux, ce n'est pas ce qu'il me faut, moi, il faudrait plutôt que je m'oriente sur un autre métier, et bien à ce moment-là, ce n'est pas grave. Au moins, on vous aura fourni toutes les infos dont vous avez besoin. Et peut-être que dans un mois, dans un an ou dans 5 ans, vous reviendrez vers nous et ce sera avec grand plaisir. Maintenant, moi, je n'ai plus qu'à vous remercier pour ces 3 sessions. J'ai pris beaucoup de plaisir à les animer. Il y a eu beaucoup de questions et ce n'est pas terminé. Ne vous inquiétez pas, hein, j'ai vu vos questions, je vais y répondre. Donc, ça a été assez dynamique. J'espère que vous avez réussi à retenir un maximum d'informations et surtout que ça a pu vous aider dans votre projet. C'est ça le plus important. Et maintenant, il est quelle heure? Il est 24, c'est parfait. On va encore passer une petite dizaine de minutes ensemble. Donc, j'ai vu que j'avais raté pas mal de questions. Je vais y répondre une par une. Et vous, de votre côté, n'hésitez pas à revenir peut-être sur des sujets qui n'ont pas été clairs. Si jamais vous avez des questions sur le métier de conducteur de travaux, sur une solution de financement qui n'a pas été claire ou sur le fonctionnement d'Upso, c'est le moment, on a encore 10 minutes. Posez-moi toutes vos questions. Hop, question donc de Jean-Gabriel. Alors, les conducteurs de travaux, quel est leur statut exact? Ça dépend. En règle générale, en tant que conducteur de travaux, vous avez un statut cadre, Jean-Gabriel. Ça, c'est surtout dans le privé. Dans la fonction publique, vous êtes souvent fonctionnaire ou assimilé. Ça arrive que des conducteurs de travaux aient simplement un statut employé, mais c'est quand même très rare. Dans la grande majorité des cas, vous avez quand même le statut cadre en tant que conducteur de travaux.
Alors, question hyper intéressante de Frédéric. Est-ce que France Travail va hésiter à valider notre dossier si on prend la version renforcée? C'est une très très bonne question. Déjà, ça dépend de si vous utilisez le dispositif AIF, donc l'aide individuelle à la formation, ou si vous préférez faire une demande d'abondement CPF. Donc, utilisez votre CPF et demandez simplement à France Travail de compléter la partie manquante. Et en fait, ça va surtout dépendre donc du montant du reste à charge. Forcément, plus la formation que vous allez choisir a un tarif élevé, plus ça va augmenter les risques que l'organisme de financement refuse votre dossier. Ça, c'est valable surtout pour les FAF, les fonds d'assurance formation et France Travail. Pour Transition Pro, pas du tout, puisqu'ils ont des paniers moyens beaucoup plus élevés que leurs concurrents. Mais en effet, pour France Travail, si vous choisissez l'offre renforcée, ça augmente les chances que France Travail refuse votre dossier. Sauf si vous utilisez également votre CPF. Si par exemple vous avez déjà 2 000 € sur le CPF, à ce moment-là, vous pouvez complètement vous positionner sur l'offre renforcée à 5 000 €. Là, ça ne posera pas de problème. Mais si vous demandez un financement complet à France Travail, personnellement, ce que je vous conseillerais, c'est plutôt de vous orienter sur la formule principale. Question de Nassim. Hop, merci encore pour ces webinaires, m'ont conforté dans mon envie de passer de la formation BIM à celle de conducteur de travaux. Bah, écoutez Nassim, ce n'était pas une question, mais je suis ravi en tout cas si ça a pu vous aider. C'était quand même l'objectif. On a passé un peu plus de 3 heures ensemble où j'ai pu vous expliquer le fonctionnement du métier, de l'école, des financements. Donc, si suite à ces 3 webinaires, vous êtes convaincu que conducteur de travaux, c'est la suite logique pour votre carrière, écoutez, c'est magnifique. C'est exactement du coup l'objectif de ces webinaires-là. Ensuite, remarque de Cédric, intéressant. Complètement, oui. Si actuellement, Cédric, il vous manque un petit peu de CPF, vous pouvez attendre, normalement, ça se recrédite autour de mai. Ça dépend des candidats. Enfin, c'est entre mars et juin. Et lorsque vous aurez les financements suffisants, vous pourrez revenir vers nous. Sinon, sachez aussi qu'il y a d'autres solutions de financement qui peuvent compléter votre CPF que je n'ai pas forcément eu le temps d'aborder aujourd'hui. Dans le doute, vous pouvez toujours contacter l'un de nos responsables et lui pourra vous dire est-ce que vous pouvez faire appel à un organisme de financement pour compléter ce qui manque sur votre CPF ou est-ce qu'en effet, il est plus judicieux d'attendre encore un an afin d'avoir un montant un peu plus conséquent. Ça dépend aussi de votre parcours. Si vous avez besoin d'évoluer le plus rapidement, Cédric, contactez-nous. Si c'est vraiment un projet à long terme que vous avez, et à ce moment-là, moi, j'espère vous dire à l'année prochaine. En tout cas, ce sera avec grand plaisir. Autre question de Julie. Alors, j'ai déjà un master et France Travail refuse un accompagnement car trop diplômé. Savez-vous si certains sont dans mon cas ou ont réussi à se faire accompagner par France Travail? C'est une excellente remarque, Julie. En effet, France Travail en fait, a des critères de priorisation. C'est vrai que je ne suis pas rentré vraiment dans le détail du fonctionnement de France Travail, mais il favorise en priorité les candidats en situation précaire, en réinsertion professionnelle et faiblement diplômés. C'est vrai que plus vous avez un diplôme élevé, plus ça va diminuer vos chances d'avoir un financement de la part de France Travail. Donc oui, on a déjà eu plusieurs candidats donc, qui étaient dans votre situation. À ce moment-là, il faut vraiment essayer de convaincre le conseiller ou la conseillère France Travail. Comme je vous le disais, préparez votre dossier, faites une étude de marché et vraiment prouvez à France Travail la pertinence de vous financer cette formation pour votre réinsertion. Et si jamais, malgré tout, ils refusent encore, à ce moment-là, on pourra peut-être faire appel à d'autres solutions de financement. Ça pourrait être l'alternance, ça pourrait être votre région également. N'oubliez pas, hein, il n'y a pas que France Travail qui peut financer des formations, les régions et les conseils régionaux ont également des enveloppes budgétaires pour vous. Mais oui, c'est assez classique en effet cette problématique, Julie, lorsqu'on est trop diplômé. Écoutez, avec plaisir. J'aurais préféré vous apporter une réponse plus positive, mais en effet, factuellement, oui, je suis obligé d'aller dans votre sens sur ce point-là. Alors, question de Jean-Gabriel. Votre formation peut-elle concerner une reconversion professionnelle qui est nécessaire et rapide pour moi? Bien sûr. Toutes nos formations, du coup, concernent à la fois les évolutions professionnelles, donc des personnes déjà en poste dans le bâtiment,
mais ça concerne également des reconversions de carrière, donc des profils qui n'ont pas encore d'expérience dans le secteur du BTP et justement qui souhaitent s'y insérer. Donc oui, si vous voulez une idée, on a à peu près, on va dire, les évolutions de carrière, ça concerne 60% de nos apprenants et 40% de nos apprenants sont en reconversion de carrière. Donc, rassurez-vous, Jean-Gabriel, vous serez très loin d'être le seul de nos apprenants à ne pas encore avoir d'expérience dans le domaine du bâtiment. Et ensuite, concernant la rapidité, ça va vraiment dépendre en fait de vous. Comme je l'avais expliqué hier, il n'y a pas de durée de formation au sein de notre école. Chaque candidat va à son rythme. Donc en fait, plus vous allez consacrer d'heures chaque semaine à votre formation, et bien plus vite vous serez prêt à passer votre diplôme. Et si vous adoptez un rythme un peu scolaire en vous formant vraiment tous les jours, en 5-6 mois, vous pouvez largement être prêt à passer le diplôme. À l'inverse, si vous ne travaillez que 5 ou 10 heures par semaine, bah oui, là, à ce moment-là, ça va vous prendre plus d'un an avant de passer votre examen, ce qui est normal. Dites-moi si vous avez d'autres questions. Même s'il est 13h30, on peut encore prendre 5 minutes si besoin, il n'y a aucun problème. J'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. J'attends encore une minute. Hop. Autre question. Ah, intéressant. Faut-il s'imprégner d'un domaine précis du BTP comme l'électricité en bâtiment ou industriel? On m'avait posé en effet une question similaire hier. Alors non, durant la formation, vous n'allez pas avoir besoin de vous spécialiser sur un seul corps du bâtiment. Justement, le but de l'école, c'est vraiment de vous dispenser une formation polyvalente pour que vous puissiez candidater à tout type d'offres d'emploi dans la conduite de travaux une fois diplômé. La spécialisation, ça va surtout dépendre de vous. Si une fois que vous êtes diplômé, vous souhaitez, Jean-Gabriel, vous spécialiser sur l'électrotechnie, par exemple, à ce moment-là, il faudra choisir une entreprise spécialisée dans l'électrotechnie. Mais non, durant la formation, il n'y a aucune obligation. La seule spécialité que vous devez choisir chez EPSO, c'est est-ce que vous souhaitez vous former à de la conduite de travaux dans le bâtiment ou alors dans les travaux publics. C'est tout. Peut-être une dernière question pour conclure ce webinaire. Et ensuite, je vois qu'il est déjà 32, donc on est arrivé à la fin. Alors, y a-t-il des critères de salaire en tant que conducteur de travaux? C'est-à-dire des critères de salaire. Vous voulez dire des barèmes? Parce que bien entendu, hein, il y a différents barèmes du coup pour la rémunération qui vont dépendre notamment en fait de vous. C'est-à-dire du diplôme que vous avez, de votre expérience professionnelle, de votre zone géographique. Un conducteur de travaux à Paris est mieux payé qu'un conducteur de travaux en province, et également du type de chantier que vous gérez. Plus le chantier est complexe, plus vous allez avoir une rémunération généralement élevée. Je donne un exemple. Un conducteur de travaux en province qui va gérer surtout des chantiers de rénovation de maisons individuelles, évidemment, il sera moins rémunéré qu'un conducteur de travaux en Île-de-France qui gère des chantiers d'extension du Grand Paris à plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, c'est vraiment ça qui va impacter votre salaire. C'est le type d'entreprise dans lequel vous êtes, le type de chantier et votre ancienneté. Ok, je comprends la question. Si vous avez déjà un petit peu d'expérience, à ce moment-là, oui, vous pouvez avoir des salaires assez attractifs. Et si vraiment votre priorité, Jean-Gabriel, dans le cadre de votre reconversion, c'est avant tout le salaire, à ce moment-là, je vous conseillerais surtout de vous diriger vers des grosses structures du BTP. Bouygues, Eiffage, Vinci, Spi Batignolles, parce qu'en plus du salaire qui est assez attractif, l'avantage de ces entreprises, c'est le CE, les tickets resto, les voitures de fonction, les primes d'intéressement ou de participation, les troisièmes mois qui peuvent avoir lieu. Donc en fait, vous avez du coup un salaire très attractif. Il y a aussi des inconvénients dans les grosses entreprises. C'est ce qu'on disait hier, moins de flexibilité, moins d'autonomie. Mais en revanche, le salaire, très clairement, c'est beaucoup plus intéressant dans un gros groupe. Donc si c'est ça votre critère numéro un, c'est ce que je vous conseillerais. Alors, est-ce qu'un conducteur de travaux junior, mais avec une grosse expérience en BTP, sera mieux payé qu'un conducteur de travaux junior sans expérience? Bien sûr, Nassim, évidemment. Plus vous avez d'expérience de terrain, que ce soit en tant que conducteur de travaux ou non, mais plus vous allez avoir d'expérience sur les chantiers, plus ce sera valorisable lors de vos entretiens d'embauche.
Déjà, c'est un métier qui recrute énormément. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est négocier votre salaire lorsque vous candidatez. Il y a peu de conducteurs de travaux qualifiés aujourd'hui sur le marché, alors qu'il y a beaucoup d'offres de recrutement. Et surtout, votre expérience de terrain, ce sera à valoriser auprès du recruteur. Donc oui, ça vous permettra de négocier à la hausse votre salaire. À l'inverse, c'est vrai que si vous êtes conducteur de travaux junior sans expérience, bah là, évidemment, vous avez moins de marge de manœuvre pour négocier, ce qui est normal. Donc, merci pour tous ces renseignements. Est-il possible de négocier son salaire dans le public? Beaucoup plus délicat dans le public, ça dépend de votre branche, mais généralement, dans le secteur public, il y a souvent des barèmes pour le coup qui sont clairement définis, notamment en fonction de votre ancienneté. Contrairement au secteur privé où on rémunère beaucoup au mérite, à la méritocratie, dans la fonction publique, c'est beaucoup plus codifié. Donc, c'est vraiment des grilles que vous allez cocher une par une. Donc, c'est possible de négocier son salaire dans la fonction publique, mais c'est plus dur et plus rare que dans le domaine privé. Et je vois qu'il est déjà 36. Je crois qu'on n'a plus de questions. Si peut-être une dernière de Nassim. Oui, je sais, j'ai rarement vu des conduits qui venaient du terrain dans ma vie, souvent des jeunes qui sortent de l'école. Exactement. Et ce sera ça, du coup, votre avantage, Nassim, c'est que vous allez avoir les deux. Vous allez avoir l'expérience de terrain et en plus, vous avez le diplôme, vous sortez d'école. En soi, c'est parfait. Vous avez le meilleur profil pour pouvoir négocier à la hausse des salaires. Donc, écoutez, c'est impeccable. Je crois qu'on a tout. Plus personne n'est en train d'écrire. Merci encore pour tout et bonne continuation. Et bien, écoutez, avec grand plaisir, Nassim. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Je vous le redis une dernière fois, vous avez des questions complémentaires, vous pouvez réserver un rendez-vous téléphonique. Et moi, eh bien, écoutez, j'espère vous dire en tout cas à très vite chez UPSO.